Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, vous nous suivez de partout. Merci pour notre numéro passé où vous avez suivi, nous étions avec notre invité venant de la Hollande. Il avait ouvert une petite brèche par rapport à la double nationalité. C'était Alphonse Mwambi, où nous avons parlé de l'appropriation de la démocratie, notre propre démocratie selon la culture africaine. Et là, nous revenons avec un nouveau numéro. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout, de Aru, Massissi, Goma, Bukavu. Vous nous suivez de Walungu, vous nous suivez de Beni, vous nous suivez du Congo central, vous nous suivez de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, Gabon, Montréal. Vous nous suivez de l'Illinois, vous nous suivez de l'AE, vous nous suivez de la Suisse. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Ce soir, nous allons parler de la double nationalité et de la diaspora, leur impact sur la vie, la société en Afrique ainsi qu'en RDC. Pour en parler, je suis ici avec Alphonse Mwambi, qui est de la diaspora, analyste politique, politologue, chercheur, et vous avez aussi plusieurs casquettes. Bonsoir Alphonse Mwambi. Bonsoir Monsieur Symphorien Katende. Alphonse Mwambi, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous avez fait susciter des débats passionnés par rapport à notre précédent numéro. C'est intéressant. Et vous avez ouvert une petite brèche par rapport à la double nationalité. Pour jeter les bases, qu'est-ce que nous comprenons par double nationalité? Vous qui êtes dans la diaspora. Peut-être qu'il fallait commencer par donner la définition de la diaspora. Tout à fait. Et la diaspora, c'est quoi? La diaspora, c'est tout simplement, pour commencer avec un petit exemple, Kinshasa est plein de la diaspora. Donc la diaspora qui vient des villages et tout ça, tous les villages du Congo sont représentés ici. Quand tu vas à Yaoundé, c'est la même chose. Quand tu vas au Congo, tu vas à Brazzaville, c'est la plupart des gens qui sont venus de différents villages, de différentes régions, qui représentent leur communauté dans la capitale. Alors, cette communauté qui vient d'ailleurs, vient chercher, vient étudier. Les universités, c'est souvent dans les capitales. Et soit ils viennent chercher de l'argent, c'est dans la capitale, ainsi de suite. Alors, la diaspora internationale, c'est-à-dire les Congolais de Brazzaville ou du Congo-Kinshasa, du Cameroun, de partout, qui sont à l'étranger, en dehors de leur pays. C'est-à-dire, ça peut être au-delà de la frontière, en Angola, les Congolais de Kinshasa qui se trouvent en Angola, ou qui se trouvent à Paris, qui se trouvent à Washington, en Afrique du Sud. C'est ça la diaspora. Alors, quand vous parlez de la double nationalité, la double nationalité, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as la nationalité de ton pays d'origine, le pays où tu es né, où tes parents s'y trouvent, tes grands-parents, etc., etc. Et puis tu quittes ce pays-là, donc de naissance, tu as cette nationalité parce que tu viens de là. Et après, quand tu vas au-delà des frontières, tu peux demander, faire une requête pour avoir la nationalité du pays d'accueil. Donc, Paris, en France, tu peux demander, tu te dis, bon, je voudrais devenir français. Tu réunis toutes les conditions et puis on te donne la nationalité. Et pour ma part, moi, je suis hollandais de nationalité et j'ai fait la requête, j'ai eu le passeport néerlandais, donc je suis citoyen néerlandais. Voilà. Et il faut insister que vous êtes congolais d'origine. Oui, je suis congolais d'origine de Kinshasa, de Congo-Kinshasa. Alors, la double nationalité, pour finir, c'est-à-dire que quand je demande la nationalité néerlandaise, on me demande si je renonce à la nationalité congolaise. Donc, si tu renonces à la nationalité congolaise, c'est-à-dire tu deviens tout simplement néerlandais. Mais il y a une loi dans la constitution, il y a une loi au Congo, Kinshasa, qui dit que on ne peut pas avoir double nationalité. Donc double nationalité, dans mon cas, ça serait avoir la nationalité néerlandaise et en même temps avoir la nationalité congolaise. Mais dans ce cas, donc le Congo refuse à ses fils et ses filles d'avoir une autre nationalité que la nationalité
congolaise. Voilà. Très bien dit, vous venez de jeter les bases de nos échanges, la contribution de la diaspora, c'est vrai. On ne peut pas vous enlever votre appartenance, votre identité du terroir. Prenons le cas si vous parlez Swahili. Ce n'est pas le fait que vous puissiez être néerlandais aujourd'hui que le Swahili va partir de votre tête, parce que vous avez grandi, vous avez été éduqué, vous avez été instruit ici au Congo. Et quand on voit vos grands-parents, vos ancêtres, ils vous reconnaissent par le nom de votre père, de votre mère. Voici le fils dont le parent est né dans tel cas. Son grand-père était éleveur. Ce n'est pas le fait que vous puissiez vivre, par exemple, à La Haye aujourd'hui, qui enlève de vos gènes votre histoire, votre identité. Partons dans la diaspora. Il y a ceux qui vivent dans la diaspora, qui proviennent de la RDC. Ils sont allés faire des études et ils sont restés, ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants. Là, c'est pour les cas classiques. Comme vous êtes allé en Hollande, vous résidez là-bas, vous avez famille. Maintenant, vos enfants, vos descendants sont aussi congolais comme vous? En fait, vous avez soulevé là beaucoup de choses à la fois. Tout à fait. Vous avez soulevé la naissance. Tout à fait. Moi, je suis né à Lubumbashi. Tout à fait. Lubumbashi, c'est dans le sud de la RDC. Tout à fait, au Katanga, l'ancienne Katanga, voilà. C'est Katanga. Alors, à 10 ans, j'ai quitté Lubumbashi, je suis parti à Kananga, Chikapa, ainsi de suite, Kinshasa, partout. Donc, je suis un nomade. Tout à fait. Alors, quand on quitte le pays, on va chercher des connaissances, on va chercher un butin et on les cherche pour venir enrichir son propre pays. C'est vrai qu'on contribue au développement aussi bien économique qu'intellectuel dans nos pays d'accueil. C'est que j'encourage beaucoup, c'est une richesse aussi bien pour le pays d'accueil, mais ça devrait aussi être une richesse pour les pays originaires, hein? Donc les pays d'où les gens viennent, parce que c'est très, très capital. Alors, dans les pays d'accueil, ce n'est pas que tout est en rose, tout est bien. Et il y a du racisme, hein? Il y a des gens qui sont racistes, et il y a même des partis politiques qui sont basés sur le nationalisme. Hein? Le nationalisme, c'est... Derrière le nationalisme, c'est du racisme pur et dur, hein, qui te dit juste dans le front, voilà, tu n'es pas ici chez toi. Hein, rentre chez toi en Afrique, qu'est-ce que tu viens faire ici, ainsi de suite. Alors là, on s'est dit, mais attends, moi je suis ici, je paie les impôts ici, les études je les ai faites ici, ainsi de suite. Et vous me dites de rentrer chez moi. Et alors, c'est chez moi là, on me dit non, vous n'avez plus la nationalité d'ici. Donc vous êtes entre ciel et terre. Vous devez rester chez vous dans le pays d'accueil. Donc on a là un grand problème. Je ne vais pas dire que moi j'ai ce problème-là, mais c'est un problème qui est général. Parce qu'on peut lutter contre ce racisme. Hein. On n'a pas peur du raciste, hein, parce que sinon on ne serait pas parti là-bas. Alphonse, alors, oui, allez-y. Vous avez demandé, vous avez posé la question sur les enfants de la diaspora. Alors, ce sont ces enfants-là qui ne savent pas où appartenir. Dans le pays où ils sont nés, oui, c'est vrai, ils sont naturellement de ces pays-là. Mais comme je viens de vous le dire, ce sont les enfants à qui on rappelle des enfants. En fait, tes parents viennent de là. Il y a un truc en Hollande, une définition sociologique qui dit, voilà, il y a les autochtones et les allochtones. Allochtones et les autochtones, ce sont les gens, donc, parents, grands-parents sont issus de du même pays. Et donc ça, c'est la définition en Hollande. Et les allochtones, ce sont des parents, donc un enfant dont un seul parent vient de l'étranger. Et surtout quand on parle de ça, c'est très négatif. Ça influence les enfants. C'est une exclusion. On te dit tu n'appartiens pas à notre pays. On te rappelle cela chaque jour.
tu entends ça à l'école parce qu'on te donne ça, on te met dans l'esprit, dans la subconscience. Alors, ce sont ces enfants-là qui se posent la question, mais attends, on appartient à quel pays? Au pays de mon père, de ma mère, ou on appartient où? Mais au-delà de tout ça, c'est une énorme richesse, la diaspora, que ce soit la diaspora congolaise, la diaspora camerounaise, Congo-Brazzaville, angolaise, c'est énorme, c'est une richesse. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est la raison pour laquelle, de fois, la diaspora est très farouche hein, par rapport au gouvernement, à ceux qui sont restés au pays. Vous voyez, par exemple, ce phénomène combattant. Ouais. Dans ces combattants, par exemple, je prends la diaspora congolaise, vous retrouvez des combattants de première souche, des Congolais qui ont quitté la RDC pour aller résider à l'étranger, et des combattants de deuxième souche, des enfants nés à l'étranger, des pères congolais, des pères africains, mais tellement qu'ils ne se sentent pas identifiés dans ce pays, dans leur pays de résidence, ils se disent que non, peut-être le problème viendrait des pays dont sont originaires leurs parents. Et ce n'est pas aussi dû à cela, au fait qu'ils se sentent un peu, leur appartenance est douteuse. Quand vous êtes à l'étranger, on vous dit non, rentrez dans les pays de vos parents. Quand vous êtes ici, non, vous êtes plutôt à l'étranger. Quelque part, vous vous dites, ah, on est abandonné, on n'est pas écouté. C'est la raison pour laquelle, de fois, ça devient farouche, ils s'opposent à tout. Et ces phénomènes combattants, quelque part, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, ce n'est pas là la naissance même de cette dualité entre nos combattants de l'étranger et le pouvoir établi en place ici en République démocratique du Congo, par exemple. Voilà. Donc, c'est une question très bien que vous soulevez. Alors, je dois d'abord faire une mise au point. Pour Tout dire à fait. Que ce soit les régimes en place à Kinshasa, que ce soit l'opposition qui est établie, que ce soit les combattants qui sont dans la diaspora, que ce soit toute la diaspora congolaise, tout le monde œuvre pour le développement de ce pays. Hein? Donc, tout le monde aime le Congo. Hein? Donc, c'est-à-dire que tout ce que les gens font, c'est pour donner un plus à leur pays. Alors, pourquoi les combattants? D'abord, le phénomène combattant, c'est quoi? Le phénomène combattant, ce sont un groupe de gens qui s'est dit, voilà, qui ont ras-le-bol par rapport à la situation politico-économique, sociale et culturelle du Congo, et ils ont multiplié beaucoup de revendications qui s'accompagnent avec d'autres actions. Alors, et les raisons sont multiples, vous venez d'en citer quelques-unes. Il y a le problème du racisme, il y a même l'Union européenne qui s'est agrandie jusqu'aux 28 membres. Hein. Il y a Brexit, ça va être 27 membres. Alors, ce qui fait que les Polonais qui, avant, étaient chez eux, viennent habiter à Bruxelles, ils viennent habiter partout, donc ils ont le droit de circuler en Europe comme chez eux. Et cela implique que les Africains qui avaient du boulot par-ci, par-là, ce boulot-là est repris par le Polonais. Et puis, les Africains, nous n'avons pas assez de boulot par rapport à ça. Donc, alors, ce qui va pousser les Africains à réfléchir une seule fois, en se disant, mais attendez un peu, nous, on vient de quelque part. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de gens, des Chinois, des Indiens, des Européens, qui quittent leur pays pour venir et chez nous. Et nous, on est poussés à résider à l'étranger, dans le froid, avec beaucoup de racisme et autre chose. Et ils se disent, mais non, attends, ce n'est pas possible. Et c'est là où commence cette réflexion qui pousse vers une certaine opposition. Extrémisme même. Bon, je ne sais extrémisme pas même. Donc c'est cette opposition que vous appelez extrémisme ou farouche. Donc
ça amène à ça. Et surtout les enfants qui sont nés là-bas, et que ce soit les enfants marocains, parce que quand vous voyez qu'il y a même les attentats à Molenbeek, à Bruxelles, ce sont les enfants marocains qui n'ont jamais connu le Maroc, qui n'ont jamais connu l'Afrique, mais qui sont déjà opposés au système dont je viens de vous parler. Il y a le racisme, il y a l'exclusion à l'emploi, ainsi de suite. Ils se disent, mais attends, nous on est nés ici, nos parents sont venus ici, ils ont contribué à l'économie, au développement de nos pays, et vous nous dites que nous n'appartenons pas à ce pays, et ça explose. Donc ce n'est pas le phénomène combattant seulement. Je vous ai expliqué ce qui se passe aussi à Molenbeek avec les Marocains. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel qui appartient, qui est inhérente à la diaspora. Alphonse Mwambi, nous parlons de la double nationalité qui est un fait. Nous parlons de l'identité de la diaspora parce que la diaspora a une place énorme dans l'appui économique de la société, partout. Ouais. Par le nombre de transactions, par les soutiens, les allocations, les accompagnements. Mais deux fois, il y a un problème de dialogue. Un dialogue franc, que les gens puissent se comprendre. Et pour la diaspora, selon eux, ceux restés dans le pays ne font pas suffisamment pour démontrer leur contribution. Et ceux qui sont de notre côté, ici dans les pays respectifs, se disent, ceux de la diaspora ne comprennent pas les réalités dans lesquelles nous sommes butés. Mais, par exemple, je prends un cas. Pour tous ceux de la diaspora qui sont dans les difficultés, ainsi de suite, pourquoi ne pas revenir dans leur pays d'origine pour investir, pour apporter leur contribution? Parce qu'à chaque fois, deux fois, la démarche, la logique ou les habitudes acquises à l'étranger ne sont pas les mêmes dans le pays. Pourquoi ne pas trouver ce pont qui pourrait faciliter le dialogue entre les deux parties? Bon, en principe, ça ne devrait pas être deux parties. Comme je vous l'explique, la diaspora, c'est une continuation des Congolais à l'étranger ou des Africains à l'étranger. Donc, tout simplement, c'est ça. Mais aussi, il y a une dette que la diaspora a vis-à-vis de son pays d'origine. C'est quoi la dette? Quand on est né, je prends mon exemple, je suis né à Lubumbashi. Je suis allé à l'école à Lubumbashi. J'ai fait l'université à Lubumbashi, j'ai continué l'université en Europe. Tout simplement, c'est l'État congolais qui a investi en moi, en créant l'école, en payant les salaires aux professeurs pour qu'ils me forment. Vous comprenez? Tout à fait. Alors, j'ai cette dette-là de veiller à ce que l'école primaire que l'État a investi, dans lequel l'État a investi pour moi, toutes les infrastructures de l'enseignement, que je puisse rembourser cette dette-là. C'est ça la conscience, c'est ça. Donc c'est la diaspora. Donc je me demande quand est-ce que je vais rembourser cette dette-là. Donc toute la diaspora congolaise, ou d'ailleurs, a cette obligation-là de rembourser la dette. Sinon personne ne va le faire. Sinon on ne va pas le faire. Sinon vous étudiez et puis l'État investit en vous et vous fuyez pour aller payer les impôts ailleurs, pour aller développer d'autres pays, pour ne pas développer votre pays. C'est ça. Donc il n'y a pas deux parties à réconcilier. Il y a une seule partie, c'est le Congo, les Congolais qui est ailleurs et qui peut retourner chez lui. Donc ce que je recommande aux autorités du Congo-Kinshasa, mais aussi d'ailleurs en Afrique, où ils ont supprimé la double nationalité, c'est-à-dire ils veulent retirer la nationalité d'un autre citoyen qui a pris une autre nationalité ailleurs. Alors je recommande au Congo, par exemple, de revoir cette loi-là.
Parce qu'il y a, soi-disant... Quelles sont vos raisons qui vous poussent à revoir cette loi? D'abord, la loi, il faudra la changer. Après les élections, il y aura un nouveau Parlement. Je recommande à ce nouveau Parlement d'adopter une loi qui autorise aux Congolais d'avoir d'abord sa propre nationalité, de ne pas la rejeter, et en plus de pouvoir avoir une double nationalité ou triple nationalité. Qu'est-ce que cela peut faire? Quel est le bénéfice? Les bénéfices. Les bénéfices, c'est que quand un chasseur va à la chasse dans les villages, c'est pour amener un gibier, et ce gibier-là profite au village entier. Vous savez comment nous on mange en Afrique? On n'est pas des gourmands, on distribue à tout le monde. Et c'est aussi comme ça avec la diaspora. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui ont beaucoup de connaissances, qui ne viennent pas ici pour chercher un poste ministériel, parce qu'il n'y a pas que des développements dans les ministères, il n'y a pas que des développements dans la politique, il y a des développements dans l'économie, dans les sociales, même dans la culture. Vous comprenez? Donc, il ne faudra pas avoir peur, la diaspora est là, est riche en potentialité énorme, donc ça peut toujours contribuer à notre pays. Et il y a aussi un autre élément. La diaspora, c'est la bouche. Donc c'est les porte-parole à l'étranger de nos pays respectifs, du Congo en principe. Pourquoi? Parce que nous, à la diaspora, nous voyons des choses que les gens ici au Congo ne peuvent pas voir, et nous défendons la cause même de ce pays vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis des grands enjeux politiques, géopolitiques qui dépassent même ici au pays. Parce que souvenez-vous, il y avait Wade, le président Abdoulaye Wade du Sénégal. Donc, quand il y avait cette effervescence des 50 années d'indépendance en Afrique, on lui a posé une question. On lui a dit, monsieur le président, mais vos pays, 50 ans après, vous êtes toujours des petits bébés. Qu'est-ce qui se passe? Il a donné une réponse en disant, nous avons deux problèmes, deux combats. Nous combattons pour nourrir nos propres populations et nous combattons pour arracher notre souveraineté internationale. Et ces combats-là sont beaucoup plus forts que nous-mêmes en tant qu'autorité politique. Alors, la diaspora, qu'est-ce qu'elle fait? Elle combat aussi la souveraineté des pays africains là où ils se trouvent en Europe, partout. Donc, c'est un bénéfice énorme. Il faut vraiment prendre ça en compte. Alphonse Mwambi, vous-même, vous le disiez si bien, vous avez connu l'expérience d'être candidat député pour le Parti écologique néerlandais. Une question. Quel est le bénéfice d'être à la fois élu néerlandais dans les partis verts et en même temps rester congolais? Quel est le bénéfice? Au fait, je vais dans vos vacances parlementaires, vous viendrez au Congo. Un exemple. Voilà. D'abord, je ne suis pas élu en Hollande, donc j'ai été candidat. J'ai été candidat. Oui, oui. Mais supposons que je serais élu, ça ne serait que bien pour la Hollande et aussi très bien pour le Congo. Mais je vous dis, je vous donne un exemple. Il y a à Rotterdam, chez nous en Hollande, il y a le gouverneur de Rotterdam, c'est un Marocain. Un Marocain, il s'appelle Ahmed Abou Taleb. Donc, il est Marocain. Ce qui fait que ça ne fait qu'un bon... ça fait un signe d'intégration et en même temps, ça fait un grand pont entre le Maroc et Rotterdam. Et je vais vous signaler que la présidente du Parlement néerlandais, c'est une Marocaine. Donc, ce qui fait que ça va diplomatiquement faciliter les choses et ça fait un bon lien entre ces deux pays, un lien diplomatique, économique, social, tout en étant... Oui, oui. Mais bien sûr, aujourd'hui vous avez par exemple Manuel Valls, qui était un grand Français, un premier ministre. Manuel Valls, Premier ministre, vous voulez prendre cet exemple? Voilà. Alors maintenant, il est où Manuel Valls? Il va être catalan. Gouverneur de Barcelone. Voilà. Donc tout ça, nous sommes dans la mondialisation. Donc la mondialisation, tout simplement veut dire que je suis citoyen congolais
Mais je peux travailler à Arkansas sans ambiguïté. Je peux être à Paris sans ambiguïté. Je peux être à Pékin sans ambiguïté. Donc, on peut avoir cette richesse-là sans craindre quoi que ce soit. Est-ce que l'Africain, sur le plan historique, sur le plan sociologique, sur le plan traditionnel, est-ce que l'Africain est prêt à cette mutation? Est-ce que ça fait partie de ce gène de l'Africain à s'adapter comme à l'Européen? Parce que là, ce sont les démocraties à l'occidental qui ont établi cela, que vous pouvez être de partout et de nulle part à la fois. Oui, mais je pense que les Africains sont beaucoup plus puissants pour être partout. Et vous allez à Pékin, vous allez les trouver. En Guangzhou, vous les trouvez. Vous trouvez les Africains, les Nigériens, les Togolais, les Congolais, vous les trouvez au Brésil. Vous les trouvez là où vous ne vous attendez pas. Ils sont partout. Est-ce qu'on peut pas dire... Ils sont bien. Ils sont dans l'informel et ils font leur mondialisation. Alors, la mondialisation africaine qui nous manque, c'est la mondialisation formelle. Et c'est là où les autorités devraient intervenir pour collaborer d'une façon étroite avec leurs Africains, leurs compatriotes dans la diaspora pour formaliser certaines choses. Parce que s'il n'y a pas de relais entre la diaspora et le pays d'origine, tout ce que la diaspora fait, du point de vue lobbying, du point de vue professionnel, et tout ça, il y a un manque à gagner énorme, économique, politique, culturel, et j'en passe. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré cette expérience, par exemple, en Europe d'où vous venez, que vous voulez nécessairement que l'on puisse l'appliquer aussi dans nos démocraties, dans nos pays africains. Est-ce que cela va, cette intégration, ce genre d'intégration par rapport à la nationalité, être à la fois français, sénégalais, français, congolais, belge, je ne sais pas, capverdien, est-ce que c'est potable pour nous? Oui. Il faut mettre cette question de la démocratie de côté. On en a parlé la fois passée, on aura d'autres occasions pour en parler. Restons dans la diaspora, dans cette question de la diaspora. D'abord, je vais vous dire ceci. Même tous ces pays, soi-disant développés, ils envoient leurs enfants dans d'autres pays pour étudier ce qu'on appelle les études comparées. Les droits comparés et ainsi de suite. Il y a en Hollande, on a envoyé beaucoup de gens en Afrique du Sud pour voir les systèmes de droit sud-africains. Et quand ils rentrent, ils ont des choses qu'ils appliquent, mais ils ont aussi cette intelligence-là qu'ils volent de nos pays pour appliquer. Alors quand on est ailleurs, on cherche à copier ce qui est bénéfique pour ramener ça ici. Et c'est la discipline du travail, c'est le sérieux, c'est le bon sens, c'est la conscience même de la chose publique. Donc c'est toute une série de bonnes choses qu'on peut ramener ici. On ne dit pas qu'il n'y a que de bonnes choses dans la diaspora, il y a aussi des mauvaises choses. Il y a des gens qui deviennent des bandits. Hein. Donc nous ne valons pas le visage. Mais on est là pour apporter de bonnes choses dans nos pays d'origine. Vous qui avez la double nationalité... Je n'en ai pas, je n'ai pas de double nationalité. Je parle de la diaspora en général. Nous pouvons vous avoir sur ce plateau, nous en profitons pour poser des questions, vous qui vivez dans la diaspora. Vous qui vivez dans la diaspora, comment vous sentez ou comment accompagnez-vous les périodes électorales dans vos pays où vous résidez? Comment vous vivez cela? Bon, comment vous accompagnez vos communautés? Je veux vous dire qu'il y a des gens dans la diaspora qui dorment avec leurs valises qui sont déjà faites, prêtes, donc pour rentrer dans leur pays d'origine. Alors, pourquoi ils sont comme ça? Parce que il fait beau en Afrique. Il y a le soleil à tout moment. Alors que en Europe, le moment où nous parlons ici, eux, ils sont dans le froid. Il y a la neige. Ce week-end d'ailleurs, on l'annonce un week-end très froid. Donc c'est-à-dire quand il fait froid, soit tu es au travail, soit tu es dans la maison. Tu n'es pas dehors. Hein, tu es dehors pour faire le déplacement tout simplement. Donc ce n'est pas une vie que les gens préfèrent avoir, même s'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont beaucoup de boulot et il fait beau vivre, tu n'as pas de problème de prendre un taxi et ainsi de suite. Tu es bien.
Alors, c'est ce qui incite les gens à suivre le développement politique dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils entendent par là une justice qui est juste. C'est-à-dire, quand tu viens ici avec un investisseur, qu'il investisse, qu'il ne puisse pas avoir des tracasseries de n'importe qui va se pointer pour dire voilà, payez-moi les taxes, ou bien quand vous amenez quelqu'un en justice, que vous puissiez avoir raison si c'est possible. La sécurité. Ils veulent avoir la sécurité. Donc, bien sûr, aussi bien la population locale que celle de la diaspora, on veut tous avoir la sécurité. Donc, il faut aussi une stabilité économique. Une monnaie qui est là, qui ne monte pas, qui ne descend pas. Donc, il y a beaucoup de facteurs que les gens attendent. Mais ils n'attendent pas ça pour toujours. Ils doivent venir aussi pour contribuer à tout cela. Donc, c'est ça la raison pour laquelle ils suivent le développement politique dans leur pays. Les élections qui sont, par exemple, ici au Congo, prévues pour le 23 décembre. Ils suivent ça de plus près. Mais c'est aussi parce qu'ils veulent dire aux Européens, écoutez, nous avons aussi nos pays. Hein. Ne nous prenez pas comme si nous, on n'est pas... on n'a pas de pays, donc on est là. Et il y a surtout l'investissement. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises qui veulent venir investir au Congo. Mais quand ils regardent les recommandations de pays comme les Pays-Bas, pour venir ici, vous allez sur les sites des Pays-Bas, des affaires étrangères, on vous dit, voilà, le Congo est en rouge, c'est-à-dire c'est un pays infréquentable, donc qu'on ne peut pas fréquenter. Pourquoi? Le danger est à un niveau très haut. Vous comprenez? Mais on ne peut pas aussi supporter ce genre de choses. On ne peut pas avoir un pays qui est toujours dans la zone rouge. Là, on s'intéresse un peu pour voir, pour savoir, mais comment ça se passe comme ça? Pourquoi nous sommes toujours dans le rouge? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer aussi bien au niveau local qu'au niveau international pour que le rouge puisse devenir vert, pour que les investisseurs puissent venir ici, pour que notre pays, le Congo, soit aussi développé, soit compté aussi parmi les pays développés du monde, parce que nous sommes les pays les plus riches. Mais Alphonse Mwambi, vous qui venez de la Hollande, mais ce n'est pas aussi ça votre travail auprès des gouvernements européens, occidentaux, de leur dire que non, vous avez peut-être une mauvaise vision de nos pays africains d'origine, pour leur expliquer, voici la vraie situation, voici comment ça se passe, comme là, tu es ici au Congo. Tu es au Congo, dans quelques jours, ça sera les élections, tu es là, tu circules, tu visites la famille, tu es là sur le plateau de Deadline, tu n'es pas à la haie. Mais comment les rassurer, vous, qui avez la parole auprès de ces communautés-là? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout ce que vous dites, c'est le travail de tous les jours que je fais en Hollande. Je suis un conférencier de grande renommée et vous pouvez voir surfer sur le net, vous allez trouver tout ce que je suis en train de faire là-bas. Donc ça, c'est un travail que nous faisons chaque jour. Nous menons ce combat-là chaque jour. Mais un combat qu'on peut mener là-bas, sans un relais avec l'arrière-base, les pays d'origine, c'est un combat qui est voué à l'échec parce que nous devons mener ce combat ensemble. Et je vous ai parlé de Abdoulaye Wade, c'est très profond. Hein? C'est très profond parce que les autorités des pays africains sont vouées à une certaine diplomatie, un certain langage diplomatique. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas parfois le droit de le dire. Hein, Mobutu l'a dit une fois, il dit, mais écoutez, c'est parce que nous sommes tenus à un comportement diplomatique qu'on ne peut pas tout dévoiler. Mais si on dévoilait tout à la place publique, ça serait très compliqué. Vous avez le président Idriss Déby, qui a donné une interview il n'y a pas longtemps à France 2 et TV5 Monde, etc. Là où il vous dit qu'il a été obligé de faire un troisième mandat parce que la France
a envoyé ses constitutionnalistes pour le faire. Lui, il avait la parole, il voulait tenir la parole pour dire, voilà, moi je suis un soldat, je tiens la parole, 2 mandats, je quitte le pouvoir. Et il a dit aux journalistes français, il dit, après ça, je voulais vivre ma vie. Mais c'est la France qui est venue, qui a dit, monsieur Idriss Déby, vous n'allez pas quitter le pouvoir, vous devez faire un 3e mandat. Et quand il discutait avec eux, paf, il y a eu un constitutionnaliste français dont Idriss Déby ne connaissait pas le nom, qui a débarqué, qui a changé toute la constitution. Et puis en même temps, quand lui discutait là, paf, il y avait une guerre dans le nord du pays. Il s'est dit, mais attends, c'est quoi là? Les Français débarquaient déjà là pour combattre les rebelles. Vous voyez, là, c'est un problème. Si M. Idriss Déby, le président, n'avait pas dit ça, nous, on ne le saurait pas. On allait dire, le président là, il veut 3e mandat, il fait ceci, il fait cela. Mais on ne sait pas d'où ce 3e mandat vient. Donc, c'est-à-dire que les gens de la diaspora, l'intellectuel, nous, on combat ce genre de choses tous les jours qui passent auprès de gouvernements occidentaux qui sont la plupart des gouvernements, disons, hypocrites, qui disent quelque chose la journée et les soirs, ils disent le contraire, ou bien qu'ils disent quelque chose et qui font le contraire. Donc, c'est-à-dire que nous devons collaborer avec les pays d'origine, nous devons avoir un relais avec les pays d'origine pour que nos actions à la diaspora, auprès des gouvernements occidentaux, mais aussi auprès des intellectuels occidentaux, parce que là aussi, c'est une guerre froide qui est, si on ne la gagne pas, c'est la pensée occidentale qui va continuer à régner sur nous tous et pour toujours. Alphonse Mwambi, qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois quand vous revenez dans votre pays? Je ressens la chaleur humaine. Je ressens, je vois que les hommes sont beaux, les filles sont belles, les mamans sont belles, et je vois qu'il y a le Congo est un pays qui a une grande histoire, qui a un grand avenir, un grand espoir, mais l'espoir ne se fait pas dans le vide. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est quand tu es né, on t'amène à l'école. Tu grandis, tu vas à l'école secondaire, tu vas à l'université. C'est ça la construction de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas aller dans l'église, c'est dire que non, viens, Dieu va me donner un diplôme si tu ne vas pas à l'école. Donc, c'est l'espoir. Donc, quand j'arrive ici, je vois cet espoir, je me dis, waouh, nous avons un beau pays, et un pays qui a beaucoup d'espoir, un pays qui a beaucoup d'avenir. Connais-tu des Néerlandais qui vivent ici en RDC que tu rencontres souvent? Oui, je connais les Néerlandais qui habitent ici. Souvent, vous parlez de quoi quand vous êtes en RDC ici? Bon, je vais te surprendre, hein, parce que les Néerlandais qui sont en RDC et les Néerlandais qui sont au pays là-bas, quand on se va, on se demande, oh, il fait beau aujourd'hui, hein? Oh, le soleil, combien de degrés? Oh, peut-être 16 degrés, peut-être, comme il n'y a pas de la météo ici, c'est 20 degrés, 30 degrés. Donc, on parle de la météo. Alphonse Mwambi, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges si riches. J'aime bien être avec vous parce que nous apprenons, nous échangeons. J'apprends aussi beaucoup de vous. Quel est le message que vous pouvez passer à tous ceux de la diaspora comme vous qui ont des doutes par rapport à l'avancement de leur pays, qui ont des craintes? Quel est le message que tu peux les passer pour leur assurer que non, il faudrait qu'ils s'engagent plus à aider leur pays à avancer et d'être réellement des porte-étendards de leur pays là où ils sont? Je vais vous dire ceci. Il y avait, je ne sais pas, je pense c'était Emenea qui avait chanté. Ali Bala était là, il allait m'expliquer. Pour aller se retrouver dans le voilà. Donc c'est-à-dire que nous là, de la diaspora, nous fuyons peut-être la pluie pour aller nous embourber dans l'océan. Ce qui fait que nous avons peut-être des problèmes là-bas dans l'océan, beaucoup plus de grands problèmes que dans la rivière ici. Alors si à la rivière elle a des problèmes, on peut bien l'améliorer ensemble avec les gens qui sont restés au pays, des gens que j'aime beaucoup. Alphonse Mwambi, un dernier mot pour mettre fin à nos échanges de ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur cette question de double nationalité,
de la diaspora, de l'accompagnement, de l'identité, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous devons retenir, c'est que nous ne devons pas avoir peur de la diaspora. Ça ne fait que un bras prolongé de notre société. Ça ne fait qu'une bouche de notre part à l'étranger, notre porte-parole à l'étranger. Ça fait que c'est un investissement que nous devons avoir. Je vous ai parlé de la dette. Hein, quand on est né, on passe à l'école. Cette dette-là, la diaspora devrait venir la payer. Et puis, après les élections le 23 décembre, il y aura un nouveau Parlement. Alors que ce Parlement-là puisse poser un acte assez symbolique, c'est-à-dire lever cette histoire d'interdiction de double nationalité, mettre une double nationalité et inviter la diaspora à venir investir ici, nommer un ministre de la diaspora qui doit chercher pas seulement la diaspora. Il y a les investisseurs qui viennent avec la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui sont là prêts à venir investir ici. Donc il y a beaucoup d'argent. Il y a même des membres de la diaspora qui sont des millionnaires, qui ont beaucoup d'argent pour venir investir ici. Il y a des penseurs qui peuvent venir ici. Donc il faudrait qu'il y ait un relais entre la diaspora et les pays ici au Congo. Voilà. Voilà, là c'était les analyses de Alphonse Mwambi, qui est de la diaspora congolaise en Hollande, aux Pays-Bas. Il vit à La Haye. Il est ancré. Il aime son pays d'origine, la République démocratique du Congo, mais il vit en Hollande où il a ses intérêts. Il a parlé de sa vision par rapport à la question des doubles nationalités, de la diaspora, ainsi de suite. Vous pouvez continuer à discuter, à échanger sur ce thème. Et si vous pensez que vous avez aussi un autre point de vue à émettre par rapport à ce sujet, venez. Vous avez droit aussi à passer à Deadline pour nous dire comment vous pensez sur ce sujet. Nous sommes ouverts. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a l'émission Deadline avec Alphonse Mwambi qui passe. Merci à la grande équipe de Deadline. Merci à Alphonse Mwambi. Je ne pense pas que ce serait la dernière fois. Merci à vous, Sefere Katende, pour m'avoir reçu dans votre émission. Et ça ne sera pas la dernière fois. À moins que vous me dites, M. Mwambi, c'est fini. Nos téléspectateurs ne veulent plus de vous. On arrête là. Mais sinon, on est ensemble. Voilà, merci à la grande équipe de Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.